Est-ce qu'on lancerait pas le deuxième sujet, mon cher Marcel? On lance le deuxième sujet, tout simplement. On parlait, c'est parti, jingle. Il n'y a pas de jingle. On C'est la entend deuxième sur- fois. Non, mais c'est la deuxième Il y fois. aura la troisième de la Oui, soirée, parce qu'on a on les l'attend. nouveaux Mais oui, logos et les ainsi de nouveaux suite, logos, donc on tout essaie ça, de- tout ça. Non, on parlait du coup, on a commencé à gratter un peu ce qu'était le Product Ops tout à l'heure, vos rôles et responsabilités. Je pense que ça va au-delà de ça, votre impact maintenant dans les organisations. Je sais que je suis chez Doctolib, chez France Télé, chez maintenant Ubisoft pour toi et Hélène. On parle finalement parfois de culture d'entreprise on passe d'une culture projet à une culture produit dans beaucoup de boîtes. On parle de cette transformation agile bien souvent. Donc il y a une transformation humaine à accompagner avec un changement de mindset, certes un changement d'outils et de quelque chose de très tangible, mais également un changement de mindset. Dans le cadre de cette culture produit un petit peu, comment vous pensez que vous vous inscrivez finalement tu as commencé un petit peu à en parler, Charlotte, tout à l'heure, on parlait de la montée en compétence finalement des équipes, leur transmettre une manière de penser, une manière d'avoir certains réflexes finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, alors là, depuis un an, peut-être certaines expériences, certaines personnes que tu connais qui ont développé des nouvelles compétences, des choses que tu as pu leur transmettre. Voilà, comment tu as pu déployer et développer cette culture produit au sein de Doctolib avec ce rôle de Product Ops? Oui, complètement. Je pense que il y a une approche qui est assez importante côté Product Ops, comme dans pas mal de fonctions d'accompagnement au changement, c'est justement essayer d'adopter le plus possible cette approche produit qu'on essaye d'évangéliser par ailleurs, mais voilà, de ne pas essayer de calquer des modèles vus ailleurs directement sur son organisation, mais vraiment avoir une approche la plus humble possible, bien comprendre au départ quels sont les enjeux auxquels on cherche à répondre, passer du temps avec les équipes pour le comprendre, passer du temps avec les équipes après pour définir la bonne solution, et après passer du temps, et c'est je pense l'étape la plus importante, et tu vois, avec du recul sur les projets qui ont peut-être moins bien marché, sur lesquels on a une moins bonne adoption, c'est vraiment là où on aurait dû passer plus de temps. C'est comment est-ce que tu vas roll out tes changements et comment est-ce que tu vas accompagner du coup l'organisation dans ce changement. Et là, je pense que ce qui est critique, c'est justement commencer petit, vraiment travailler avec une équipe, deux équipes en particulier pour voir comment se passe l'adoption, pouvoir mettre à jour, updater, faire un peu ton MVP, ton pilote au début, et ensuite, afin d'avoir des champions dans l'organisation, valider ton concept, ta proof of concept, et après le roll-out plus largement dans ton organisation. Et du coup, tu peux t'appuyer sur des personnes qui ont bien compris, ont bien vu les bénéfices de ce que tu as apporté, plutôt que y aller un peu trop frontalement et finalement n'avoir aucune adoption parce que les gens en face de toi ne voient pas du tout le bénéfice. Et tu as déjà été confronté à des stakeholders, en tout cas des personnes qui ont été réfractaires à un changement-là, qui ne comprenais pas ton poste, où tu as dû faire beaucoup de pédagogie. J'imagine que d'ailleurs on peut en parler de cette pédagogie autour du... Ah oui. Là ça en fait partie, d'ailleurs on fait cette émission là aussi pour expliquer ce que c'est. Oui, Yolène, tu dis ah oui, franc et massif. Non mais c'est peut-être parce que aussi je suis en plein dedans, mais c'est vrai que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée chez Ubisoft, c'est présenter concrètement qu'est-ce que le Product Ops, pourquoi on a ça ici aujourd'hui et comment on va travailler ensemble. C'est essentiel parce que c'est vrai que c'est pas... si les personnes n'identifient pas correctement le rôle, ils sauront pas aussi à quel moment t'inclure, ils sauront pas aussi t'ouvrir leur équipe pour que tu puisses aussi travailler avec eux. Donc c'est essentiel. En effet, et puis oui, on est... que ce soit sur le Product Ops, mais aussi sur le produit, en effet, on est toujours en train de répéter la valeur que ça peut apporter. Un peu moins maintenant dans les équipes produits, mais même tous les départements périphériques, c'est notre quotidien. Après, pour la culture produit, ça passe par beaucoup de solutions tangibles, mais c'est aussi... finalement, ce qui est important, je trouve, c'est de se poser les bonnes questions. Ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, c'est rien que proposer un outil, tant pis, pas un outil, mais un framework, tant pis si c'est pas le bon, mais juste se confronter à ce framework et se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer. Je trouve que c'est hyper important. Et c'est ce qui a le plus d'impact. Et je trouve que le meilleur moyen aussi de développer cette culture produit, c'est de l'incarner en fait soi-même. Okay. Et je pense que le Product Ops doit... s'il est là pour aider les équipes à avoir une vraie culture produit, il doit être irréprochable aussi. Donc je dis pas qu'on est irréprochable, on apprend aussi. Mais par contre, c'est quelque chose, c'est un focus que
que je m'efforce à avoir pour moi aussi avoir ma stratégie en cascade, mes OKR, ma North Star, des outils qui fonctionnent bien pour donner envie en fait, et que quand tu leur présentes, ils se disent bah ouais, ça me paraît clair, cet outil me donne trop envie, est-ce qu'on peut aussi le développer? Et là c'est bon, t'as atteint ton OKR, enfin c'est... Voilà, je pense qu'il y a deux enjeux, c'est à la fois parler la même langue du coup que tes premiers utilisateurs qui sont les PM, et aussi montrer du coup de façon un peu tangible l'impact de choses qui pour une organisation ne sont pas forcément tangibles au départ. Tu vois. On parlait tout à l'heure de formation, tu vois, comment est-ce que tu vas justement vérifier et traquer l'impact que la formation a sur tes PM. Tu vois, c'est hyper important de voir comment est-ce que sur chacune des compétences que tu évalues, ça augmente, quelle est la satisfaction autour de ces trainings. Donc je pense que c'est un peu notre rôle justement de réussir à impactifier les initiatives qu'on mène pour justement montrer la valeur à l'organisation et tu vois, toujours apporter plus de... Tu parles de valeur au niveau de l'organisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tooling là, pour les équipes produits, mais je pense que ça dépasse les équipes produits. En fait, votre job, vous êtes en relation peut-être parfois avec le CEO, avec le CODIR, le COMEX, etc. Comment est-ce qu'en tant que Product Ops, on parle, en quoi vous pensez que vous appuyez le produit, vous avez un rôle appui du CPO lorsqu'il va parler au CEO? Comment ça se passe en fait la relation avec ces stakeholders non produits, j'ai envie de dire? J'ai l'impression quand même, ça dépend vraiment des organisations après, mais ça passe beaucoup quand même par le VP et par le CPO, où en fait on va un peu lui souffler ce que nous on observe côté opérationnel. Et c'est aussi travailler avec eux sur la manière dont on pourrait réadapter l'organisation d'une équipe. Si par exemple on a en effet un impact qui doit vraiment venir d'en haut, aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression que je m'appuie beaucoup sur le head of product pour faire passer certains messages. Après, je pense que ça dépend aussi des choses qu'on doit, du sujet sur lequel on travaille, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail avec les stakeholders. Ouais, et puis de façon peut-être aussi plus transverse plutôt que verticale, mais tu as tout le travail du coup avec les stakeholders du produit, donc tout ce qui est sales, customer support, etc. Où je pense que le moment en tout cas où Product Operations est arrivé chez Doctolib, c'était un petit peu aussi comme un soulagement, parce que tu vois, tu as des équipes qui fonctionnaient avant, comme on se disait tout à l'heure, tu vois, de table en table, tu parles à ton voisin, tu te connais bien, et en fait il arrive un moment où l'organisation a tellement grandi que c'est plus possible, que tu as pas mal de silos qui se créent et puis de verticales qui se créent, et le rôle de Product Ops justement a cette dimension un peu transverse et permet peut-être de plus accompagner les stakeholders pour se retrouver dans l'organisation produit qui grossit généralement très rapidement. Et donc il y a un moment, ça devient compliqué pour un stakeholder de suivre les changements d'orga, la croissance, les nouveaux arrivés, etc. Est-ce que, alors c'est vrai que moi dans le cadre de mon job chez WeVoo, je rencontre beaucoup d'organisations qui peuvent être bien plus grandes que, peut-être même encore bien plus grandes que Ubisoft. On pense par exemple à des banques ou à des assurances, que sais-je, des boîtes qui d'ailleurs mettent en place Safe, bien souvent ce framework qui permet justement de cadencer le rythme de production de dizaines et de centaines même parfois d'équipes produits, où il y a cette dimension justement avec des gens, le PM de train, on parle de train en Safe pour ceux qui ne savent pas, mais qui avance au même rythme. Est-ce que finalement votre job Product Ops est applicable dans une si grande organisation, dans le cadre de Safe par exemple? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est Moi j'avais justement la question inverse, est-ce que c'est faisable d'avoir du Product Ops dans des petites organisations? En fait, quel est le type d'organisation au final dans laquelle vous devez intervenir? C'est qu'intermédiaire. Du coup, intermédiaire. Alors, du coup, intermédiaire. C'est pas une question de taille. Je pense pas que ce soit ça la question à se poser en tout cas. Je pense que ça peut commencer très vite. Tout le monde a besoin. En fait, à partir du moment où tu sens que tes PM, ils ont plus suffisamment d'esprit libre pour pouvoir se concentrer sur la stratégie et ce qu'il veut apporter, c'est là où il faut commencer à se poser des questions. Okay. Et qu'il faut que, il y ait quelqu'un qui prenne en charge ça et pour s'assurer qu'on scale dans le bon sens. Donc moi, je pense pas que ce soit tellement une question de taille. Okay. Ouais, je pense que, il y a quand même un peu peut-être une dimension de maturité, taille, ou en tout cas de croissance de l'orga qui rentre en compte quand même, puisque je pense que sur de plus petites organisations, tu vois, moi je prends mon exemple chez Dailymotion, on n'avait pas de Product Ops, parce que l'organisation produit était suffisamment petite et navigable pour qu'en fait chaque PM ou chaque Product Director puisse jouer ce rôle de Product Operations et puisse jouer ce rôle transverse, donc c'était du coup faisable. Après, je pense qu'il y a un moment où, tu vois, quand la croissance est trop rapide, que les PM n'ont plus le temps justement d'avoir cette liberté d'esprit
et cette capacité de jouer ce rôle transverse, là où tu commences à avoir besoin d'un Product Ops. Tu parles justement de ce rôle, alors pour revenir peut-être plus sur le lien avec les Product Managers, avec ceux que vous accompagnez finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de dépossession? Est-ce qu'il n'y a pas eu certains PM qui vous ont dit tu me dépossèdes un peu de ce que je voulais faire, de mes habitudes, ou pas du tout hein. Je sais que ça peut être une des... Enfin, il y a certains Product Ops qui peuvent s'en plaindre, en tout cas c'est une difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, j'arrive dans une organisation, le job n'existant pas, naturellement, je prends un petit peu du job de PM. S'il y a des coachs agiles, je prends un petit peu des jobs de coach agile dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu un petit peu ces cas-là ou pas du tout? Côté PM, je ne parlerai pas forcément de dépossession, plus de pourquoi est-ce qu'on doit tous travailler de la même façon, enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'on met en place ce genre de choses. Pas tellement de dépossession parce que c'est des sujets, je pense, qui sont suffisamment transverses pour que tu vois, un PM ne se sente pas dépossédé de son rôle d'aller récupérer l'impact d'une équipe avec laquelle il ne travaille pas encore, par exemple. Mais après, c'est vrai que tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur la culture produit, sur le fait que Product Ops doit être irréprochable dans la façon dont on aborde les projets et nos propres produits finalement. C'est pour justement pas avoir le sentiment qu'on calque quelque chose sur l'organisation et ce sentiment un peu d'atteinte à mes libertés. C'est hyper important de travailler main dans la main avec les PM. Il y aura toujours des PM pour qui c'est pas forcément agréable de changer de façon de travailler. Et voilà, avec lesquels ça sera plus long, mais si c'est bien préparé et bien amené, c'est plus simple. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça peut être une difficulté, mais si ça l'est, c'est que c'est pas forcément très positif. C'est pas du tout le but du Product Ops. Le Product Ops c'est pas lui qui va faire la stratégie. Donc, au contraire, si le PM a ce sentiment-là, c'est qu'il y a un souci. Nous, on est là pour apporter des outils pour qu'il puisse avancer vite et qu'il puisse justement avoir l'esprit suffisamment libre pour pouvoir réfléchir sa stratégie, parce qu'on le sait tous que travailler à la fois sur la strat et sur l'opérationnel, c'est hyper compliqué. Donc non, je pense que après par contre, il faut s'adapter aux différents profils. Il y a des PM qui vont adorer la partie strat, il y a des PM qui vont préférer plutôt se focus sur l'opérationnel et delivery, il y a des PM qui vont vouloir énormément s'appuyer sur le Product Ops et d'autres qui vont juste prendre quelques inputs et puis hop, ils se débrouillent tout seuls. Enfin, en fait, il faut un peu s'adapter. Je pense pas qu'il faut qu'on soit quelque chose de lourd qui leur enfin voilà, il faut que ce soit vu comme vraiment une opportunité pour eux de bien répartir en fait le temps comme ils le souhaitent. Ouais. Et peut-être pour rebondir sur un des points que tu mentionnais, je pense que l'arrivée aussi des Product Ops, ça correspond aussi au fait que le Product Management s'est beaucoup développé, tu vois, ça devient énorme. Les PM ont de plus en plus finalement de cordes à leur arc et à un moment, il y en a un petit peu trop, donc tu vois, on parle beaucoup de charge mentale du PM. C'est aussi un peu ça, Product Ops, c'est prendre une partie du job qui peut être le leur dans une autre organisation, mais qui devient trop lourd à une certaine taille. Pour justement leur permettre, comme tu disais, de se refocus sur la partie strat, la partie delivery, et le cœur du métier de product manager. Du coup, je vais avoir une question par rapport à ça. Non, pas polémique. Il va mettre les pieds dedans. Non, mais je vais mettre les pieds dedans. Mais est-ce que du coup, ce n'est pas dû à un manque aussi des product managers sur l'éducation, sur la méthode, sur les outils, en fait, sur toute cette partie-là qui peut de temps en temps manquer en fait à certains product managers. Et donc en fait, parce qu'on en a besoin, et donc finalement on l'enlève de cette partie-là, et donc on les laisse se concentrer plutôt sur le business, sur le X et sur le what plutôt que sur le how. Alors, si on revient sur... je dirais pas ça, parce que je pense que... Tu vois, il y a des changements qu'on va opérer dans l'organisation qui sont pas forcément meilleurs que la somme des individus, tu vois. En gros, il y a, je pense, à un moment où sur certains aspects, parce que c'est encore une fois, tout notre boulot n'est pas que process et agilité, mais tu vois, il y a des PM qui opèrent très bien de certaines façons et je pense qu'il n'y a pas besoin de les forcer à rentrer dans un moule spécifique. Après, il y a d'autres process ou d'autres choses, je pense, notamment chez nous, on a mis en place... un peu des champions au sein de l'organisation, donc hors produit, qui sont un peu les référents du produit pour aller récupérer des inputs sur les utilisateurs, sur les impacts potentiels de tes features. Ça, on a dû un petit peu forcer le move et demander aux gens d'arrêter d'aller taper partout dans l'orga à chaque moment pour justement leverager ces référents produits qui sont des gens qui ont une appétence produit spécifique et qui ont du temps dédié aussi dans leur time matrix pour aider le produit. Donc voilà, tu vois, c'est pas que les PM avant travaillaient mal, c'est juste que voilà, on s'est adapté à la croissance de l'organisation et à un moment,
on pense qu'il est préférable de leverager ces personnes-là. Mais encore une fois, je pense pas que... Enfin, tu vois, on n'a pas la prétention de détenir la vérité absolue, on s'adapte à l'organisation et c'est, on se remet aussi en question sur certains process quand ça ne fonctionne pas. Mais, dans tout cas, il faut se... Ouais. Mais c'est parce qu'on ne peut pas être parfait partout. En fait, avoir le PM parfait n'existe pas, sinon alors, c'est très, très compliqué. Et c'était justement, des fois, il y a des manques. Par exemple, moi, je le vois avec... J'encadre quand même pas mal de PM. La partie technique, c'est par exemple, c'est très souvent un pain point parce qu'ils sont un peu moins doués là-dessus parce qu'ils ne le voient pas à l'école. Comme la partie méthodo, on ne le voit pas par exemple à l'école. La partie business ou UX, on a plus de chances d'avoir déjà de cette appétence-là, déjà dès la fac ou les écoles de commerce, on a un petit peu plus cette appétence-là, tandis que sur la partie un petit peu plus sur le how, peut-être qu'on le voit un peu moins et donc c'est un petit peu moins une appétence et c'est peut-être pour ça que finalement, c'est là qu'on a récupéré ça. Enfin, peut-être que c'est. Après, je sais pas ce que tu en penses, Violaine. Non, mais c'est. Enfin, moi, je suis complètement alignée avec ça et. En fait, je suis alignée avec la vision dont tu as parlé, Charlotte. Mais pour effectivement, moi, je veux reprendre un peu, comment dirais-je, ce prisme grand groupe. Si on parle de grandes organisations qui sont devenues produits, parce que je sais que pas mal de personnes qui nous regardent viennent de ces sociétés et se disent « Ah, je travaille pas chez Doctolib, je travaille pas chez France Télé ou Ubisoft, qui sont des environnements plutôt matures. » Comment est-ce qu'on peut se dire « Je vais être dans une... Comment dirais-je moi, je suis product manager dans une banque et je vais essayer d'aller voir mon responsable produit pour lui dire « Regarde, on a besoin de Product Ops. » Quelles sont les clés que vous donneriez finalement à des personnes qui souhaitent promouvoir en fait le Product Ops au sein de leur organisation? Quelle est finalement un peu ma question, c'est quoi le pain point que vous adressez vraiment dans une organisation actuellement, le pain point principal que vous allez tacler parmi tous ceux dont on a parlé? Tu veux dire en priorité quoi? Ouais, voilà, en fait, celui où là je suis un head of product ou un CPO ou même un CMO, une société qui devient CPO parce que ça prend une place prenante. Je pense que ce qui est important, c'est de déjà montrer ce qui perd à ne pas le faire en fait. Je pense que c'est ça qui est important de montrer. Et après, il faut montrer la valeur que ça peut apporter avec quelque chose un peu quantifié, je pense, et expliquer en quoi ne pas utiliser des bonnes manières pour pouvoir prendre les décisions, en quoi ne pas avoir une data de bonne qualité, un accès à cette donnée fait que du coup on s'est planté, on a pris 6 mois pour lancer une feature qui finalement n'a pas marché, on a perdu tant d'énergie, tant d'argent, finalement ça n'a pas été adopté par nos utilisateurs. Il faut monter, je pense, des faits tangibles et leur dire du coup si on avait pu avoir accès à la donnée, si on avait plus itéré, si on avait commencé petit puis après grandi et appris, peut-être qu'on ne se serait pas planté. Voilà. Tu considères que ton job réduit le risque d'échec dans le release d'un produit? Je veux pas dire réduire le risque parce que l'enjeu c'est de prendre des risques en produit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais par contre, je pense que je vais plutôt dans notre angle qui est que notre rôle c'est de faire en sorte que on prenne le bon risque en fait. Et que il faut pas. En fait, le problème de se dire il faut pas qu'on prenne de risque, c'est que du coup on peut brider. C'est pas du tout le but. Donc il faut trouver les bonnes manières pour qu'on aille loin, qu'on ouvre, mais sans que ce soit une explosion ou un échec total à la fin. Même si ça reste toujours un apprentissage, mais. Ça marche. Non, et pour répondre à ta question, je dirais parce que j'ai l'impression que, tu vois, la plupart des équipes Product Ops sont nées au départ de personnes qui ont été défocus de leur scope originel pour faire quelque chose de transverse. Donc j'ai envie de dire que c'est un bon symptôme d'une organisation qui a probablement besoin de se poser la question, est-ce que j'ai besoin ou pas de mettre en place une équipe Product Ops? Donc je pense que quand tu as 50% d'un TPM, que tu es obligé de dédier à la gestion de, je sais pas moi, des dépendances produits, quand tu as 50% d'un Product Director qui est obligé de gérer toute la problématique d'onboarding parce que voilà, là je pense que c'est le moment où il faut se poser la question est-ce que j'ai besoin d'un Product Ops? Est-ce qu'il y a une autre partie de l'organisation qui peut répondre à ces besoins? Parce qu'encore une fois, on l'a dit au début, mais le scope il est très différent, il va varier aussi si jamais tu as des équipes de product marketing, si tu as des équipes product data qui sont développées, ton scope peut être différent, mais je pense que vraiment pour moi le symptôme c'est je suis obligée de dédier de la ressource qui n'a pas le nom de Product Ops à la gestion de problématiques transverses. Et là, il faut y aller. Et vos critères finalement de succès, c'est
parce que justement ceux qui passent au produit, déjà qui font le move projet-produit, il faut les convaincre vraiment. Et quels sont finalement vos critères de succès où on se dit ok, en fait c'était la super bonne idée d'avoir un Product Ops? Est-ce que vous avez des KPI? On disparaît, on l'a dit. En fait, j'en ai deux. En fait, moi, j'imagine. En fait, je découpe en deux pôles. En gros, il y a le Product Ops Tactics, donc c'est vraiment ce qu'on va déployer avec l'ensemble des équipes pour pouvoir les accompagner au quotidien. Okay. Et le Product Ops Governance, donc c'est un peu ce que je pense que ce que tu fais aussi, Charlotte, c'est plutôt quand tu vas piloter le Product Ops, c'est t'assurer que tout l'ensemble de l'équipe Product Ops va apporter de la valeur. Et moi, je le ressens d'autant plus parce que c'est tout nouveau. Et donc, comment mesurer l'impact? Et en effet, la North Star, c'est que que l'équipe ne soit plus nécessaire. Mais avant qu'on arrive là, il y a sur la governance, il y a un certain nombre de critères sur réussir à mesurer, à être organisé en produit, à mesurer tout ce qui est fait, à agir, etc. Il y a un certain nombre de critères là-dessus. Et après, sur la partie tactique, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il y a le Learn, Design, Act, et puis après, la partie Knowledge et Influence. Okay. Et ça, en fait, et du coup, dedans, il y a toute une série d'OKR qu'on co-construit avec les équipes sur la base d'un self-assessment. Ok. OKR trimestriel ou semestriel? Il n'y a pas de trimestriel. Ça, ça dépend de ce qu'on cherche à atteindre. Ça dépend de... c'est mi-terme, quoi. Ok. Ça marche. Et pareil, nous, on est en train de mettre en place d'ailleurs ce quarter, mais des OKR justement Product Ops, donc sur les différents projets qu'on a. Donc tu vois, des exemples hyper concrets, ça va être sur la partie Product Knowledge. Donc tu vois, diffusion de la connaissance produit, on veut minimiser le nombre de rollbacks qui sont faits dû à une mauvaise communication au sein de l'organisation. On va aussi avoir un enjeu sur tout ce qui est la couverture de la documentation produit dans tout ce qui est vous connaissez tous les bugs qui sont pas vraiment des bugs mais juste un défaut d'information, donc tu vois, ça aussi on va être sûr que tous ces non-bugs là sont bien documentés pour pas que ça se reproduise et qu'on arrête de perdre du temps. Il y a tout un set d'OKR qu'on définit par projet, et je pense que la North Star ultime, c'est faire en sorte que les équipes produits aient le moins de temps perdu sur des tâches non essentielles. Donc typiquement, tu ne vas pas traiter un bug qui n'en est pas un parce que tu as bien documenté ton truc avant. Voilà. Ça donne envie de mettre des Product Ops un peu partout. On recrute. D'accord, ça y est. Petite annonce. Donc vous recrutez finalement des Product Ops? Oui, l'équipe va grandir, donc en effet. Ouais. C'est vrai que c'est une question qu'on commence à se poser, en tout cas chez vous aussi. C'est des métiers qui émergent, comme tu disais, du product management. Alors aux États-Unis, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. En France, on le voit depuis une petite 5-10 ans à peu près, et là ça explose vraiment là depuis 3-4 ans. Mais c'est sûr, à quoi ça va ressembler dans 10 ans? On avait déjà parlé de ça lors de précédents after produits. On va voir ce que ça donne.